Voilà, il est 18h35, nous commençons. Bonsoir à vous qui êtes présents dans la salle et bonsoir à vous qui êtes à l'écran. Je félicite ceux qui sont dans la salle pour avoir bravé le froid et des conditions de circulation difficiles. Ce soir, c'est la deuxième conférence du cycle de conférences du Centre interdisciplinaire d'éthique sur les défis de l'éco-anxiété. La semaine dernière, nous avons eu une belle introduction au cycle avec la philosophe Bernadette Binceau de Vincent, qui, à partir d'une réflexion sur le temps, nous a montré que nos problèmes en fait écologiques étaient dans une façon de gérer notre temps de manière unilatérale, de penser qu'il n'y a qu'une seule forme de temps et penser la pluralité des temps qui se rencontrent à travers l'écologie, la technologie, les différentes cultures. Eh bien, ça peut être une façon de mieux vivre cette période de transformation écologique, j'ose plus dire transition, parce qu'elle avait déminé l'expression la dernière fois en disant transition, on sait vers quoi on va, mais là, en fait, non, on ne sait pas vers quoi on va, donc ce n'est pas une transition. Très, très bien. Alors, aujourd'hui, pour continuer la réflexion, nous avons demandé à Monsieur Michel Maxime Heger de venir nous voir. C'est une très grande joie de l'accueillir. C'est un ami du Centre interdisciplinaire de l'éthique et du projet Jean Baster, puisque c'est probablement la troisième fois, il me semble, que tu viens. C'est juste. Voilà, pour des conférences ou des interventions. Michel Maxime est sociologue et éco-théologien, enraciné dans la tradition orthodoxe. Il habite du côté de Lausanne. Vous pourrez entendre, si vous ne le connaissez pas, résonner ce petit accent charmant de sa région. Ça fait... tu veux réagir à ça? Non, du coup, je vais faire très attention à ne pas le faire apparaître. Mais... donc, comme vous pouvez le voir, ça fait quelques années qu'on se connaît. Donc, Michel Maxime travaille pour donc une organisation helvétique protestante. Donc, à l'origine, ça s'appelait Pain pour le prochain, c'est équivalent un peu de notre Secours catholique, et qui a rejoint récemment donc une organisation plus grande, Entraide protestante suisse. Voilà. Donc, un éco-théologien orthodoxe qui travaille pour une organisation caritative protestante, voilà, qui est originale. Il est bientôt à la retraite. Donc, il a des projets. Il est directeur de collection aux éditions Labor et Fides, et donc il co-dirige la collection Fondements écologiques, dans lequel il a écrit un certain nombre de livres, je vais revenir dessus, donc il co-dirige avec Philippe Roch et le pasteur Marie Sénèque. Il a fondé, il y a quelques années, le laboratoire de la transition intérieure, qui est donc un organisme au sein de Pain pour le prochain, si je ne me trompe pas, qui a pour but de travailler la transformation, la transition écologique du point de vue de nos intériorités. Et il anime depuis quelques années des sessions, des propositions pédagogiques, des animations de retraite spirituelles, mais aussi éco-psychologiques. Et depuis quelques années, Michel Maxime travaille de manière très approfondie la question de l'éco-psychologie. Il a écrit un certain nombre de livres qui vont en témoigner, mais le premier qu'il a rendu célèbre, c'est celui-ci, La Terre comme soi-même, en 2012. Et donc, c'est vrai, c'est un livre de référence, parce que beaucoup de gens le citent. Quand on dit Michel Maxime Heger, on dit « Ah, la Terre comme soi-même ». Donc, repère pour une éco-spiritualité. Ensuite, Soigner l'esprit, guérir la terre, c'est en 2015 le livre qui est une sorte de manifeste éco-psychologique dans lequel il fait connaître la pensée anglo-saxonne éco-psychologique. Ensuite, plusieurs petits livres aux éditions Jouvence, Éco-psychologie, retrouver notre lien avec la terre, Éco-spiritualité, réenchanter notre relation à la nature, en 2018, Se libérer du consumérisme,
un enjeu majeur pour la Terre et l'humanité en 2020. Lettre cachée du cœur, voix de contemplation en 2020. Et en 2022, réenchanter notre relation au vivant, éco-psychologie et éco-spiritualité. Il a un livre en préparation, m'a-t-il annoncé. Un pavé de 500 pages aussi, m'a-t-il dit. Reliance, manuel de transition intérieure. Apparaître pour quand? 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril. Voilà. Chez Actes Sud. Alors, on va travailler de la manière suivante. Pendant 1 heure, Michel Maxime va nous développer son propos sur comment on aborde l'éco-anxiété du point de vue de l'éco-psychologie. Et ensuite, nous aurons une petite pause de 3 minutes pour permettre la pause technique. Et éventuellement, si des personnes sont pressées de partir après avoir entendu Michel Maxime, pour le faire discrètement. Et nous poursuivrons la discussion ensemble jusqu'à 20h30. Et on ne dépassera pas 20h30. Tu as la parole pour 1 heure. Merci Fabien. Bonsoir à toutes et tous, à chacune et chacun. Grande joie de me retrouver avec vous ce soir pour ce temps de réflexion, de partage, d'échange. Merci Fabien pour l'invitation. Peut-être juste encore une petite précision par rapport à ce que tu as dit. Donc, le laboratoire de transition intérieure que j'ai créé en 2016 au sein de ce qui était Paimpol Prochain, qui est devenu l'Entraide protestante suisse, une grosse organisation, depuis 2020 est également porté par l'équivalent catholique qui est Action de Carême, qui est un peu l'équivalent du CCFD en France. Donc, en fait, c'est une organisation œcuménique qui est institutionnellement portée par les deux organisations. Et puis juste peut-être une petite réaction à la question au mot transition. Alors c'est vrai que c'est un mot, nous on s'appelle laboratoire de transition intérieure, donc on travaille sur les dimensions intérieures, c'est-à-dire psychologiques, spirituelles et culturelles de cette grande transition. Il y a Cécile Renoir, que vous connaissez peut-être, qui a créé le campus de la transition près de Paris, a publié au lien qui libère un manuel de la grande transition. Donc on est vraiment dans cette vision de la transition au sens fort, de transire, c'est-à-dire de changement de paradigme, d'aller au-delà du paradigme actuel. Alors, nous, précisément, ce qu'on aime bien dans la transition, c'est cette dimension de passage. Il y a une mort qui est à vivre d'un système dont on voit aujourd'hui toutes les impasses et à quoi il nous conduit pour aller vers... Alors après, on peut dire des sociétés de sobriété, des sociétés... qui serait fondée sur un rééquilibrage, une réharmonisation des relations entre humains et qu'entre humains, qui prennent en compte les générations futures, qui prennent en compte les limites de la planète. Maintenant, c'est vrai que c'est un chemin vers ça, mais les formes ou la forme que ça peut prendre, c'est évidemment pas encore défini. Et c'est ça que nous, on aime bien. Et c'est ça qui fait que toute la dynamique et le mouvement de transition n'est pas une idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement, c'est une dynamique vers quelque chose qui est à inventer, à créer, qui prendra, comme le vivant, des formes très diverses selon les cultures et les lieux. Voilà, je voulais juste préciser ça. Petit plaidoyer quand même pour le mot transition, sachant qu'il est récupéré. Il y a même dans certains pays des ministères de la transition ou des ministres de la transition, et qu'on peut craindre que le mot transition, finalement, devienne ce qu'est devenu le mot de développement durable, c'est-à-dire que ça soit la compréhension faible de la transition comme la compréhension faible du développement durable et de la durabilité qu'il a emporté. Et on pourrait dire dans ce sens que la transition, au sens de la grande transition, c'est la durabilité forte, qui veut dire un vrai changement de paradigme et comment on arrive à vivre tous sur une seule planète. Voilà. Ça, c'était juste petit complément par rapport à ton introduction. Donc voilà. Donc moi, je suis très heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous, partager un peu une réflexion sur cette question importante et très actuelle de l'éco-anxiété. Donc là, on va vraiment être très centré sur cette thématique de l'éco-anxiété qui est au cœur de ce cycle et comme vous le savez, voilà, qui touche de plus en plus de personnes et en particulier de jeunes et qui s'invite de plus en plus aussi bien dans les médias que dans les cabinets de psychothérapie et les sondages. Alors quand Fabien m'a écrit, il m'a dit, voilà, dans son invitation, j'aimerais bien t'entendre articuler ce thème avec une perspective éco-psychologique. Et il a ajouté, pour voir ce que ça peut donner. Alors, vous verrez ce que ça a donné. Voilà, donc c'est aussi pour souligner le fait que c'est vraiment
un essai parce qu'il n'y a pas comme ça un livre qui dirait l'éco-anxiété vue par l'éco-psychologie. Donc c'est vraiment une réflexion en mouvement, c'est un essai. Ce que je précise tout de suite, et vous l'avez bien compris, c'est que je ne suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni psychothérapeute professionnel, que j'ai abordé l'éco-psychologie à travers mes recherches sur l'éco-spiritualité, où j'ai découvert ce continent, en particulier dans le monde anglo-saxon, extrêmement, pour moi, absolument passionnant et qui me permettait justement d'ajouter en fait un maillon qui me paraissait manquer entre l'écologie et la spiritualité. Et donc, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup travaillé ces courants, mais voilà, je ne suis pas psy. Et puis, en revanche, je vais faire la distinction tout à l'heure. Je suis, voilà, dans l'éco-psychologie, on a des éco-praticiens et qui ne sont pas des écothérapeutes. Je vous expliquerai la différence. Et c'est vrai que dans le cadre du laboratoire de transition intérieure, on offre aussi des espaces qui utilisent les outils et les approches de l'éco-psychologie avec ceux de l'éco-spiritualité. Et donc, en fait, ma présentation va aussi se référer non seulement à de la théorie, mais en fait à toutes ces expériences pratiques que nous pouvons vivre au sein du laboratoire. Alors, je vais peut-être commencer par 2-3 éléments de définition pour qu'on sache de quoi on parle. Alors d'abord, le mot éco-anxiété. Alors tout de suite vous dire que aujourd'hui on trouve ce mot évidemment un peu partout. C'est devenu un petit peu un mot, j'aurais envie de dire un mot valise, un mot un peu fourre-tout, qui suscite beaucoup de débats dans toutes sortes de milieux, en particulier les milieux psy. Mais je ne vais pas entrer dans ces débats parce que ça ferait une conférence en soi, mais simplement pour dire, voilà, il y a ce mot très présent, mais qui pose un certain nombre de questions au niveau définition. Et qui a, alors que ça c'est tout de suite une perspective éco-psychologique, un désavantage, c'est de éco-anxiété, de mettre l'accent sur, en fait, l'anxiété, la peur, c'est-à-dire, en fait, qui n'est qu'un des ressentis souffrants par rapport à l'état de la planète, alors que, en fait, on devrait le situer par rapport à plein d'autres sentiments et émotions sur lesquels je vais revenir. Donc, une définition un peu générique et simple pour ce soir, définition de travail. L'éco-anxiété, en fait, ça recouvre l'ensemble des ressentis, au sens d'émotions, de sentiments, d'affects, ressentis souffrants, qui sont liés, qui sont générés, d'une part, à l'état de la planète, avec, bon là, tous les désastres et dégradations en cours, je ne vais pas vous faire un tableau, mais aussi à tous les récits autour de ces dégradations et déséquilibres. Et là, je pense en particulier à tous les récits effondristes ou sur l'effondrement, véhiculés en particulier par ce qu'on appelle la collapsologie, et qui en fait réactive ces discours à partir d'une réalité évidemment tangible, documentée, tout un imaginaire qui peut être source d'angoisse, mais aussi source de mobilisation, comme je vais le montrer. Donc voilà, je dirais, pour aller simple, l'éco-anxiété, cet ensemble des ressentis souffrants liés à l'état de la planète et au récit sur cette situation. Et ces douleurs, ces ressentis souffrants, elles peuvent être liées, de nouveau je simplifie, d'une part à des pertes, à des disparitions, disparition de lieux, d'espèces, on parle de la 6e extinction des espèces, d'écosystèmes, qui génèrent des formes de tristesse, qui peuvent aller après jusqu'à des formes de dépression ou de désespoir. Ça, c'est par exemple, là autour, il y a un mot, je n'ai pas le temps de définir, mais la solastalgie qu'on entend aussi par rapport à l'éco-anxiété. Donc, des douleurs liées à des pertes et des disparitions, et donc aussi une dimension un petit peu de quelque chose qui a disparu, donc lié au passé. Et puis ensuite, aussi, deuxième lien, lié à des représentations, des projections, des perspectives plutôt prospectives ou futures sur ce qui va arriver ou pourrait arriver, typiquement en lien avec le climat, en lien avec l'extinction des espèces, avec cette terre qui devient progressivement inhabitable et qui génère justement de l'anxiété, de la peur, beaucoup de stress, et qui peut aller jusqu'à parfois des formes d'effroi, voire de terreur, quand on voit tous ces
ces projections qu'on fait sur vers quoi on va avec une Terre peut-être à, je ne sais pas, plus 4 degrés à la fin du siècle. Donc voilà, ça c'est peut-être deux axes de ces douleurs. Alors, tout de suite, pour terminer sur ces éléments de définition liés à l'éco-anxiété, dans une perspective éco-psychologique, cette éco-anxiété n'est pas en soi une pathologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans une perspective éco-psychologique qui est importante à souligner. Ce n'est pas une pathologie, même si, évidemment, l'éco-anxiété peut prendre chez certaines personnes des formes, des degrés qui vont nécessiter un accompagnement médical, un accompagnement psychothérapeutique. Mais en soi, parce qu'il y a évidemment des degrés et des formes très diverses de cette éco-anxiété, les éco-psychologues ne la considèrent pas du tout comme une pathologie. Ce n'est pas un problème individuel, puisque les causes, en fait, sont liées à des dysfonctionnements, des déséquilibres, des dégradations systémiques. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de le souligner. Et je vais revenir tout à l'heure sur cet aspect pathologique ou non pathologique. Voilà quelques éléments sur quand on parle d'éco-anxiété ce soir. Évidemment simplifié, mais qui pose quand même un peu le décor. Puisque c'est à travers une perspective éco-psychologique que je dois vous en parler, quelques mots quand même sur l'éco-psychologie, peut-être un terme qui est familier à certains et certaines d'entre vous, peut-être pas. Alors, de nouveau, l'éco-psychologie, il n'y a pas de définition canonique de l'éco-psychologie. Moi, j'aime bien toujours travailler avec l'étymologie. Étymologie, éco-psychologie, oikos, psyché, logos. Donc, c'est vraiment, donc l'oikos, c'est la maison, donc c'est la maison terre, c'est la maison du vivant, c'est voilà. La psyché, psyché, logos, l'étude, donc on est vraiment, le discours, on est vraiment sur, en fait, l'éco-psychologie, c'est, on pourrait dire, un champ d'études transdisciplinaires, c'est très important puisqu'on a l'écologie et la psychologie, donc c'est vraiment transdisciplinaire, qui, en fait, va étudier, explorer les interrelations profondes, interrelations dans les deux sens, entre d'un côté la nature, le vivant aussi autre qu'humain bien sûr, et la psyché humaine, pas simplement l'être humain, mais l'être humain au niveau de sa psyché, au niveau de son intériorité, dans ses dimensions conscientes et dans ses dimensions inconscientes. L'éco-psychologie, en fait, va explorer ces interrelations. Historiquement, l'éco-psychologie, elle est issue du mouvement de la contre-culture des années 60 aux États-Unis. Donc, elle naît vraiment aux États-Unis, donc avec contre-culture, donc avec cette dimension évidemment de contestation aussi, hein, de revisitation de plein de choses. Elle est nourrie, on pourrait dire, de plein de courants. Voilà, et on va avoir le courant de la psychologie, mais aussi l'écologie, mais aussi la sagesse des peuples premiers. Il y a toute une série d'éco-psychologues qui sont très nourris par la sagesse des peuples premiers, en particulier des Amérindiens. On va aussi avoir peut-être chez certains auteurs des influences bouddhistes. Et puis, l'éco-psychologie va non seulement regrouper des écologistes et des psychologues, ou des psychothérapeutes, mais aussi des artistes, des philosophes. Voilà, en fait, moi je parle plutôt d'une grande mouvance qui regroupe en fait des personnes venant d'issus très différents. Et ce mouvement va se cristalliser, qui naît dans les années 60, mais il se cristallise au début des années 90. Il y a 1992, il y a le sommet de Rio, le sommet de la Terre à Rio, hein, sur l'environnement et le développement. Et la même année, Theodore Roszak, un philosophe qui est devenu une grande figure de ce mouvement de cette mouvance de l'éco-psychologie, publie un livre qui s'appelle The Voice of the Earth, la voix de la Terre, jamais traduit en français. Et c'est là que, semble-t-il, apparaît pour la première fois le mot éco-psychologie. Ça, c'est un petit peu pour l'histoire. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une dynamique où l'éco-psychologie, comme mouvance, va se structurer. Il va y avoir des associations, il va y avoir des réseaux.
Aussi, on va voir apparaître des revues. Et comme, voilà, ça c'est un peu le monde anglo-saxon, les États-Unis, on va même avoir des chaires d'éco-psychologie qui vont voir le jour. Et tout ce mouvement, dans la dynamique cette dynamique des États-Unis, va en fait traverser l'Atlantique et aussi se développer au Royaume-Uni. Et pour venir, je dirais, à partir du début des années... on a des premières apparitions au début des années 2000, mais dans le monde francophone, en particulier en France, et aussi en Belgique. Mais je dirais que, évidemment, ça n'a pas encore pris un développement qui a la même ampleur que dans le monde anglo-saxon. Je dirais que ça reste encore globalement assez embryonnaire, avec plutôt un certain nombre d'auteurs, et puis avoir des dynamiques, notamment dans le mouvement de la transition, à travers des formations, des parcours en éco-psychologie qui sont proposés. Mais évidemment, on n'a pas du tout le même niveau de développement et d'organisation. L'éco-psychologie, elle va tracer justement différentes pistes, alors à la fois théoriques et pratiques. Donc on a vraiment, avec une double visée, et c'est ce que Theodore Roszak, dans ce livre The Voice of the Earth, exprime. Il dit au fond, l'éco-psychologie, c'est d'une part une écologisation de la psychologie et une psychologisation de l'écologie. Ça, c'est un petit peu cette double dynamique. Et on a d'un côté, au fond, comme le dit Roszak, on a la conscience que l'écologie a besoin de la psychologie, et l'écologie a besoin de la psychologie pour prendre en compte toutes les composantes psychologiques, c'est-à-dire qui ont à voir avec les ressorts intimes de l'être humain, avec sa psyché, avec ses émotions, avec son inconscient, donc toutes les composantes psychologiques des problèmes écologiques, de ces relations déséquilibrées et destructrices de l'être humain avec le vivant, donc de tous ces comportements anti-écologiques de l'être humain. Donc on a besoin de pouvoir prendre en compte toutes ces dimensions plus profondes et intérieures si on veut les comprendre. Et on voit bien que finalement, ce qu'ont longtemps fait et continuent à faire finalement les mouvements écologiques, c'est-à-dire tout ce travail de sensibilisation de la population sur tous les enjeux, les destructions, les dégradations, eh bien que tout ce travail de sensibilisation, quand il finalement ne travaille que l'information, ne suffit pas à induire des changements de comportement et ne suffit pas en fait à un impact finalement réduit tant qu'on n'a pas pris en compte justement ces dimensions plus profondes, psychologiques et intérieures. Comme dit une figure de l'éco-psychologie, Ralph Metzner, c'est dans les cœurs et les esprits des êtres humains que se trouvent les causes et les remèdes à l'éco-catastrophe. C'est dans les cœurs et les esprits, donc il y a vraiment cette invitation à aller aux racines intérieures de tous ces comportements anti-écologiques. Donc, l'écologie a besoin de la psychologie et la psychologie a besoin de l'écologie, ça c'est en fait le deuxième versant, pour pouvoir replacer précisément tout le mal-être, toutes les souffrances, les pathologies humaines dans leur contexte écosystémique. Donc là, on a déjà les premières ouvertures sur l'éco-anxiété. Donc c'est vraiment comment on va aussi, d'un autre côté, intégrer, on pourrait dire, le monde naturel, autre qu'humain, et tous les apports de l'écologie dans des approches, justement, les approches de la psyché humaine, dans des démarches thérapeutiques. Donc vraiment, l'enjeu, là, c'est comment on va arriver à, au fond, on pourrait dire, élargir au monde autre qu'humain ou non humain la compréhension de la psyché humaine. Ça, c'est vraiment... Et donc, du coup, de saisir tous ces liens profonds et mutuels entre l'âme humaine, la psyché humaine et la planète, entre les mots de la psyché humaine et les mots de la planète, qui sont précisément... dont une des expressions est précisément l'éco-anxiété. Donc, la psychologie a besoin de l'écologie. Et là, je vous donne juste en début, comme ça, une ou deux citations d'auteurs anglo-saxons qui sont des grandes figures de l'éco-psychologie pour vous donner aussi un petit peu la tonalité de leur pensée et de leur culture. James Hillman, qui est en fait un analyste post-jungien, il dit « La psychologie, qui se consacre tant à l'éveil de la conscience humaine, doit s'éveiller elle-même à l'une des plus anciennes vérités humaines. Nous ne pouvons être analysés ou soignés indépendamment de la planète. » Ça, c'est James Hillman. Et puis une psychothérapeute, Linda Puzzle, qui, elle, justement, en fait, se rend compte,
là c'est vraiment du coup l'expérience d'une psychothérapeute au contact des personnes qui viennent dans son cabinet de psychothérapie, qui viennent consulter pour voilà, toutes sortes d'affections, de déséquilibres, de souffrances, et qui se rend compte qu'en fait, un certain nombre de ces souffrances ne peuvent pas, ou de mal-être, ne peuvent pas être expliquées uniquement par des facteurs intrapsychiques ou des facteurs interhumains. Et elle dit: la plupart des patients en thérapie ne réalisent pas qu'une part importante de leur souffrance, peur, sentiment de honte et de vide peuvent être des réponses naturelles à la manière non naturelle dont nous vivons. La perte et la mort de tant d'êtres vivants, la culpabilité liée à notre complicité individuelle et collective dans ces morts, la détresse actuelle de la terre, de l'air et de la vie des océans autour de nous et dans nos corps constituent autant de sources de stress et de mal-être. Donc là, ça c'est vraiment voilà, du point de vue d'une psychothérapeute. Linda, alors Buzzell, B-U-2-Z-E-2-L. Donc, du coup, l'objectif de l'écopsychologie, c'est pas, ça c'est vraiment important de bien le comprendre, de manière directe, même si ça a cet effet indirect, directement, l'objectif n'est pas ni le traitement de psychopathologie, ni la résolution de problèmes écologiques. Jamais un écopsychologue dirait que voilà, on va résoudre les problèmes écologiques, mais c'est en allant à la racine des problèmes, des déséquilibres et des dégradations, donc à la racine qui est intérieure, de travailler à une refondation, un rééquilibrage, une réharmonisation des relations entre les humains et le vivant, entre la nature et vivant aussi bien à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous, et donc rééquilibrage, refondation comme fondement d'une société écologique. Et à partir du moment où on travaille sur cette refondation, eh bien, en fait, on apporte des réponses aussi aux problèmes écologiques et aux souffrances liées aux souffrances de la Terre. Mais c'est vraiment ça qui est, en fait, si vous voulez, l'objectif, la visée profonde de l'écopsychologie. Donc, au fond, une forme de contribution à ce que beaucoup disent, une guérison conjointe, finalement, de l'être humain et de la Terre, conjointe parce que, dans leur vision, ontologiquement, pour dire au niveau de notre être profond, eh bien, l'être humain est non seulement interdépendant, mais carrément inséparable du reste du vivant. C'est vraiment une relation d'interdépendance, on pourrait dire, comme le dit le pape François dans Laudato Si, d'entrelacement, et qui fait que finalement, la santé humaine et la santé de la Terre dépendent l'une de l'autre. Voilà, ça c'est pour l'écopsychologie. Et pour terminer sur l'écopsychologie, un point important, c'est qu'il y a à la fois cette dimension, dans ce que je vous ai dit, qui est plutôt un peu théorique, vraiment de rechercher, faire une recherche aussi théorique pour donner des fondements voilà, aussi conceptuels et analytiques à tout ça, mais évidemment que ça s'accompagne de pratiques et qu'on parle justement, j'y reviendrai, d'écothérapie, d'écopsychologie appliquée, mais il y a vraiment du coup des implications pratiques concrètes de toute cette vision, de toute cette approche. Et Robert Greenway, G-R-E-E-N-W-A-Y, qui était un des... Alors lui, il a fondé la psychoécologie dans les années déjà 60, et qui est devenue après l'écopsychologie. D'ailleurs, il y aurait tout un débat à faire pourquoi on met psyché ou oikos avant, hein. C'est pas neutre. Mais lui, il dit l'écothérapie, on revient à ça, est le processus de guérison de la relation humain-nature à travers la connexion et reconnexion avec les processus naturels. Et je vais revenir là-dessus. Il y a vraiment cette idée que quand on va aux racines profondes des dégradations et destructions écologiques, il y a au fond une déconnexion de l'être humain avec le reste du vivant. Et il ajoute, sans intimité avec la nature, l'être humain devient malade. Donc ça, c'est aussi pour faire le lien avec ce que je disais avant, en lien avec cette connexion. Et c'est vrai que cette notion de connexion, elle est absolument clé pour l'écopsychologie. Les écopsychologues qui vont justement essayer d'aller à la racine finalement de ce qu'on pourrait dire cette forme d'écocide qui est en cours, eh bien, pourquoi finalement l'être humain s'obstine à détruire et à dégrader le milieu naturel
dont il dépend pour vivre, donc c'était vraiment une des grandes questions que les éco-psychologues se sont posées, eh bien, ils reviennent justement à cette déconnexion systémique, cette séparation entre l'être humain et le reste du vivant, dont ils refont à la fois l'histoire civilisationnelle, qui a vraiment de cristallisation avec la modernité occidentale à partir du XVe siècle, mais évidemment qui est bien avant. D'une part, donc, le processus historique et civilisationnel, et puis après, ce qu'ils appellent aussi comment cette déconnexion, cette séparation se reproduit dans ce qu'ils appellent l'ontogenèse, c'est-à-dire le développement de l'être humain pendant les 20 premières années dans nos sociétés modernes occidentales, où, en fait, la matrice de la Terre, la matrice de la nature, est soit dégradée, soit absente. Et donc conduit justement à ce qu'ils appellent, eux, des êtres, au fond, immatures, du fait d'une absence ou d'un manque de cette connexion avec le vivant. Voilà, pour quand même un petit peu définir de quoi on parle quand on parle d'éco-psychologie. Alors maintenant, l'éco-psychologie et l'éco-anxiété, comment on peut les articuler? Pour reprendre l'expression de Fabien. Alors je dirais que ce qui est intéressant, parce qu'évidemment l'éco-psychologie, elle se développe à un moment où on ne parlait pas encore forcément beaucoup d'éco-anxiété, ou même encore pas du tout. Et je dirais que finalement, l'éco-psychologie, elle va aborder la question de l'éco-anxiété, ou en tout cas les fondements pour aborder l'éco-anxiété par l'éco-psychologie, c'est plutôt par l'inverse de l'éco-anxiété. C'est-à-dire, on pourrait dire par le fait de ne pas vouloir prendre en compte les dégradations en cours. Et au fond, une des grandes questions, je dirais qu'une des grandes questions des éco-psychologues, c'était pourquoi finalement l'être humain s'obstine à détruire ce milieu naturel dont il dépend pour vivre. Et une des autres grandes questions qui se sont posées, c'est les éco-psychologues, c'était, mais finalement, comment expliquer ce hiatus et ce décalage qui existent entre, d'un côté, les dégradations, la gravité de la situation écologique, les dégradations et destructions de la planète, sur lesquelles nous avons une information abondante, pour ne pas dire surabondante, et de l'autre côté, les insuffisances de changements de comportement. On ne parle pas encore des changements politiques, ça ce sera encore un autre sujet, mais pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage et un tel hiatus? Ça, c'est vraiment une des questions que les éco-psychologues se sont posées. Alors, à ça, depuis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, hors même du champ de l'éco-psychologie, avec plein de raisons pour expliquer ce décalage, ce hiatus. Voilà, alors je ne vais pas les rappeler, mais voilà, récemment encore, un neuroscientifique, Sébastien Boller, parlait de notre cerveau archaïque, notre striatum, complètement inadapté et qui en fait entretient des comportements écologiques. On a toutes les théories liées à la dissonance cognitive, on a toute la foi qu'on peut mettre plutôt dans la solution technologique, etc. Donc il y a toute une liste. Mais les éco-psychologues, ce sur quoi eux ont mis l'accent pour expliquer ce hiatus et ce décalage, c'est, alors d'une part effectivement, tout au fondement, cette déconnexion dont je viens de parler, la déconnexion de l'être humain par rapport, on pourrait dire, à son substrat naturel, qui fait que cet être humain dans nos sociétés qui est devenu, comme le disait l'agroécologiste Pierre Rabhi, un peu hors sol, du fait de milieux urbains, artificiels, aussi en lien avec l'éducation, etc. Donc en fait, le vivant, la nature, après on ne va pas faire des grands débats sur le vivant, la nature, etc., mais moi j'utiliserai, parce que je pense qu'il y a un peu tous les termes que chacun de vous utilise, mais bien simplement que cette nature, ce vivant autre qu'humain, est simplement vécu dans cette séparation, c'est-à-dire pas du tout comme faisant partie de notre être, et donc d'une certaine manière, ce qui arrive à ce vivant, à cette nature, on ne nous touche pas profondément, parce que c'est vécu comme quelque chose qui nous est extérieur. Et donc, d'une certaine manière, ça explique pourquoi, au fond, nous ne sommes pas vraiment touchés en profondeur et nous n'arrivons pas, pour reprendre une expression de Laudato Si, je mentionnais quand même quelques fois, étant à côté de Fabien, je ne peux pas ne pas mentionner de temps en temps Laudato Si, pourquoi nous n'arrivons pas à entendre ou nous restons sourds aux cris et aux clameurs de la terre. Une autre raison liée à ça, alors, autre déconnexion, c'est que nous sommes souvent, pour les éco-psychologues, des êtres divisés intérieurement, précisément entre la tête et le cœur. Et on peut vraiment se poser cette question, est-ce que toute cette information que nous recevons par les médias, les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'elle reste au niveau du mental,
vient nourrir voilà, la tête, ou bien est-ce qu'à un moment donné, elle descend vraiment à l'intérieur pour venir toucher notre cœur. Et c'est d'ailleurs justement à partir du moment où nous sommes vraiment touchés dans notre cœur que eh bien, nous pourrons aussi ressentir vraiment la nécessité d'une transformation de nos modes de vie et de nos comportements. Voilà, il y a certains éco-psychologues, c'est une image d'ailleurs qu'on retrouve ailleurs, de dire mais finalement si les glaciers fondent et si la Terre en fait se désertifie ou que les déserts croissent, est-ce que c'est pas aussi parce que en fait nos cœurs sont trop froids ou trop arides? Et donc là, on entre vraiment dans cette conception de la lucidité. La lucidité, être lucide, mot très important dans l'éco-psychologie, c'est pas simplement ou être conscient, c'est pas simplement être informé, c'est être touché. Être touché. Alors, en même temps, s'il existe une certaine forme, on pourrait dire, d'imperméabilité à l'information, les éco-psychologues n'en déduisent pas forcément une indifférence ou une insensibilité de l'être humain. Parce que pour eux, finalement, on ne peut pas échapper à ces informations et à cette réalité, en fait, de l'état de la planète. Mais simplement, quand on ose regarder lucidement les choses en face, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que nous sommes envahis, parfois même submergés, par des sentiments, des émotions, qui ne sont pas très agréables, qui ne sont pas faciles à vivre, qui ne sont pas valorisés socialement, qui sont parfois très difficiles même à partager avec nos proches. Et ces sentiments, c'est justement la peur, l'anxiété, c'est la tristesse, c'est la puissance, c'est la colère, le découragement, et tout ça pouvant après prendre des formes qui peuvent aller jusqu'à la dépression et au désespoir. Et donc, qu'est-ce que va faire l'être humain par rapport à ces sentiments qui, de nouveau, sont parfois difficiles? Ça, c'est toujours le problème des personnes éco-anxieuses. C'est souvent qu'elles n'arrivent pas vraiment à en parler à leurs proches. Leurs proches sont d'ailleurs pas forcément les meilleures personnes pour en parler. D'ailleurs, générant souvent d'ailleurs des grands conflits ou même des formes de rejet qui accroissent encore plus évidemment leur souffrance. Eh bien, quand on est envahi par ces sentiments, eh bien, l'être humain, quand il est envahi par ces sentiments, va développer des mécanismes de défense intérieure pour se protéger, pour se défendre, des mécanismes de défense. Et il va y avoir en fait des processus de refoulement de toutes ces émotions. Et en fait, une forme de dissociation entre, on pourrait dire, la dimension mentale de l'information et la dimension émotionnelle. Donc là, le mot-clé, c'est vraiment le mot dissociation. Dissociation. Et dans cette dissociation, eh bien, Charles Glendinning, G-L-E-N-D-I-2-N-I-N-G, Charles Glendinning, éco-psychologue, dit « La dissociation constitue en fait un moyen brillant de préserver la psyché des menaces que notre système nerveux n'a pas été préparé à affronter, ainsi que des changements que nous ne sommes pas armés psychiquement pour intégrer. » Donc il va y avoir ces processus de refoulement, de défense, de dissociation. Et tout ça conduit à non seulement sentiment d'impuissance, mais en fait à des processus d'inertie et d'apathie. Parce qu'il n'y a rien de plus énergivore et de plus paralysant que ces divisions et dissociations intérieures. Ça, on le voit aussi au niveau spirituel, que c'est ces émotions et ressentis qui sont refoulés. Donc en fait, toute l'énergie qu'on pourrait mettre dans la conscience et l'engagement va être comme neutralisée, va être comme absorbée, va être comme vidée, dans une forme aussi de forme, comme il parle, de fragmentation du moi, qui du coup engourdit le cœur, engourdit l'esprit, pousse au repli sur soi, à des comportements de fuite, d'évasion, dans la consommation, etc., etc., etc. Voilà. Et du coup, après, à des formes de déresponsabilisation. Donc là, les éco-psychologues vraiment ont complètement vraiment déconstruit, expliqué tous ces processus. Et là, on arrive à l'autre pôle. Donc là, on est plutôt dans l'explication de pourquoi les comportements ne changent pas. Mais ce qui, de nouveau, ne veut pas dire que les gens sont insensibles. Mais de nouveau, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à se protéger, qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas envie de vivre ces refoulements. Et alors, et de se protéger par rapport à toutes ces émotions dont j'ai parlé.
Et donc, du coup, eh bien, on va entrer dans l'éco-anxiété. Alors, de nouveau, je reviens, les éco-psychologues, toutes ces émotions dont j'ai parlé, qui peuvent parfois prendre évidemment des degrés et des formes qui suscitent un accompagnement thérapeutique, mais pas forcément, toutes ces émotions, ces ressentis souffrants, peur, tristesse, impuissance, découragement, colère, etc., qu'on peut vraiment tous, c'est pour ça que anxiété est un peu trop réducteur, qu'on peut vraiment mettre dans l'éco-anxiété, sont non seulement légitimes pour les éco-psychologues, mais sont positives, pour ne pas dire nécessaires. Récemment, j'avais un ami psychiatre, on a créé autour du laboratoire de transition intérieure un cercle qu'on appelle Sequoia, qui est en fait un cercle qu'on a créé parce qu'on avait beaucoup de psychothérapeutes, psychiatres, qui, ayant participé à des ateliers, à un moment donné, à nos ateliers, désiraient pouvoir intégrer les outils de l'éco-psychologie dans leur pratique de thérapeute. Et comme il n'y a pas vraiment de formation qui existe, on a créé un cercle où ils peuvent vraiment se former entre eux et cheminer entre pairs. Et un des psychiatres, jeune psychiatre, qui a lui-même passé par l'éco-anxiété, me disait récemment, mais en fait, j'en ai marre de parler de l'éco-anxiété, parce que finalement, le vrai problème et la vraie maladie, c'est ceux qui ne sont pas touchés et qui ne ressentent rien. Pour moi, c'est beaucoup plus problématique que d'être éco-anxieux. Et en fait, parce que finalement, souffrir d'une planète en souffrance, est-ce que ce n'est pas plutôt un signe de bonne santé, quelque part? En tout cas, ça, c'est une question que les éco-psychologues posent. Parce que c'est le signe précisément d'une connexion, le signe de cette connexion avec le vivant, le signe de cette connexion entre la tête et le cœur et les émotions, le signe aussi voilà, d'une prise de conscience qui peut être vraiment salutaire. Alors, comme je dis, il peut arriver qu'il y ait un moment donné où, quand même, ça peut prendre des formes pathologiques, et là, ça suppose un vrai accompagnement thérapeutique. Parce que les effets de l'éco-anxiété, sur certains grands, ça peut être vraiment très grave. C'est des addictions, c'est des insomnies, c'est des tendances dépressives, parfois même suicidaires, peut-être des gros problèmes relationnels. Donc, ça peut vraiment prendre, chez une minorité de personnes, des formes très, très aiguës. Mais à l'inverse, et ça, c'est vraiment si elles ne sont pas travaillées, les émotions, c'est pour ça que je vais arriver à ça, si elles ne sont pas travaillées, ça peut conduire à ça. En revanche, si les émotions sont travaillées, je vais expliquer ce que ça veut dire travailler les émotions, eh bien en fait, à l'inverse, elles peuvent générer du courage, de la solidarité, de l'engagement et nourrir le besoin de s'engager et d'agir. Donc en fait, elles peuvent être dynamisantes. Alors, c'est là la grande question maintenant. Comment apprivoiser, comment vivre, comment traverser toutes ces douleurs pour le monde, c'est une autre expression qui est utilisée. Au fond, comment passer de l'éco-anxiété à une forme d'éco-sérénité, on pourrait dire. C'est vraiment le pôle, mais ouais, il y a de nouveau une transition, une traversée. Et donc, en fait, en tout cas, sans aller forcément jusqu'à l'éco-sérénité, les éco-psychologues vont justement proposer toute une série de pistes qui sont en fait, on pourrait dire, forme de chemins de résilience pour pouvoir faire face à l'écocide et puis à tous ces troubles, souffrances, mal-être qu'il génère. Et alors, en fait, il y aurait plusieurs pistes que je pourrais développer, mais en fait, voilà, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas arriver. Mais il y a d'une part le compostage des émotions, et ça, je vais quand même peut-être développer ça parce que c'est peut-être le point central, en lien aussi avec ce que je viens de vous dire. Un deuxième élément très important, c'est évidemment toutes ces démarches de reliance profonde et de reconnexion en profondeur au vivant. Un troisième axe, c'est changer d'histoire et d'imaginaire, parce qu'en fait, pour revenir à la collapsologie ou au récit effondriste, on est dans un certain imaginaire, et dans l'éco-anxiété, on peut être dans une certaine histoire, alors qu'on peut aussi travailler à peut-être changer d'histoire. Et puis le dernier point, c'est le passage à l'action. Alors, quelques mots sur le compostage des émotions. Alors ça, je dirais que dans une démarche éco-psychologique, les émotions, c'est vraiment le passage incontournable, mais de nouveau, c'est des processus, c'est des chemins, et ce ne sont pas des recettes. Alors, entendez-moi bien, il n'y a pas de recettes. Mais, parce que ça, c'est Joanna Macy, éco-philosophe, qui est une grande figure de l'éco-psychologie. Pour elle, elle dit
entrer dans ses ressentis, dans son ressenti, dans ses émotions, c'est une condition sine qua non pour que les souffrances de la Terre, les souffrances du vivant et les souffrances de l'humanité nous concernent vraiment. Et puis, j'ai peut-être juste ajouté Jung, peut-être qu'il y a des psychologues aussi ou psychanalystes jungiens ici, mais que Jung disait, citation, « Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. » D'ailleurs, émotion, c'est étymologiquement, c'est le mouvement. Donc, les émotions sont thérapeutiques, en réalité, mais ne deviennent paralysantes que si justement on les réprime et si on les refoule. Et si on en devient captif. Donc, le grand problème des émotions, c'est d'être englouti, colonisé par elles, ce qui suppose de faire un travail pour les conscientiser et en fait pour les métaboliser, on pourrait dire. La métabolisation des émotions, nous on parle de compostage, on aime bien ça, ce qui permet de composter tous ces ressentis souffrants pour en fait, dans le compost, en tirer des engrais pour l'engagement et pour la transition. Donc le processus de métabolisation. Alors il passe par différentes étapes. La première étape, c'est la lucidité, dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, on ne fuit pas la réalité, on n'est pas dans le déni. Comme vous savez, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans le déni, mais c'est vrai que c'est très dur de regarder la réalité en face. Il y a même des scientifiques qui sont dans le déni, des climatologues qui sont dans le déni. Et pour oser regarder en face, c'est nécessaire. Donc, être touché. Et être touché, donc ça veut dire reconnecter la tête et le cœur, ce que John Macy dit, arrêter d'être des cerveaux sur des bâtons. Arrêter d'être des cerveaux sur des bâtons. J'aime beaucoup l'expression. Et Thich Nhat Hanh, maître bouddhiste, vous connaissez sûrement, quand ses disciples venaient le voir pour lui dire « Maître, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport aux problèmes écologiques ?» Il disait « La première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. » Et je cite le pape François, je ne sais pas s'il a lu Thich Nhat Hanh, mais le pape François, dans Laudato Si, écrit « L'objectif n'est pas de recueillir des informations, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Et ainsi, extraordinaire, de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Comme si je ne pourrais reconnaître ma contribution à la guérison de la Terre et de l'humanité qu'à partir du moment où j'ai commencé à ressentir les souffrances de la Terre comme ma souffrance personnelle. On est complètement là-dedans, quoi. Je veux dire, là, c'est éco-psychologie 200%. Lucidité. Deuxième étape, ces émotions, qui ne sont pas faciles à vivre, comme je l'ai dit, hein, vraiment, c'est donc de ne pas les refouler, mais de les accueillir. Et de les accueillir sans jugement. Parce que très souvent, quand on parle de ces émotions, tristesse, peur, colère, tout de suite, on ajoute l'adjectif négatif. Les émotions négatives, les affects négatifs. Non, il n'y a pas de négatif ou de positif. C'est simplement ces affects, ces émotions, ils sont. Ils sont parce qu'ils sont partie intégrante de notre humanité. Nous devons simplement les reconnaître et les accueillir sans jugement. Et je dirais même qu'elles sont à honorer parce que d'abord, elles sont des troubles issus de cette lucidité, qu'elles sont des signes de sensibilité, qu'elles sont des signes, on pourrait dire, même d'amour, souvent, et qu'elles sont précisément aussi révélatrices du fait que nous commençons, que nous vivons cette interdépendance profonde avec le vivant. Donc pour moi, et pour les éco-psychologues, c'est vraiment une forme de réflexe sain du corps et de l'âme, une forme d'alerte, on pourrait dire, et donc de réaction normale par rapport à une situation qui n'est pas normale. Donc, je reviens à ça, éviter de pathologiser. Et rien que le fait de ne pas pathologiser, ce changement de regard est déjà libérateur pour les gens qui sont dans l'éco-anxiété. Non, vous n'êtes pas malade, ce n'est pas anormal de ressentir ça. Troisième étape, une fois qu'on les a accueillis et reconnus, les exprimer et les partager.
Donc tout ça, c'est notamment des processus qu'on propose dans les ateliers ou travail du laboratoire de transition intérieure. C'est extrêmement important à un moment donné, ces émotions, non seulement de les accueillir et de les reconnaître, mais de pouvoir les nommer, de pouvoir les exprimer. Alors ça suppose évidemment qu'on ait créé un cadre, une membrane de sécurité et tout pour ça, bien sûr. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, l'accès à la parole peut être difficile. Donc, en fait, il peut y avoir d'autres manières, évidemment, d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Ça peut être des formes d'activité artistique, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, important de les exprimer et du coup de les partager avec d'autres. Partager ses émotions et ses sentiments. Et de nouveau, c'est pas pour leur donner, qu'on pourrait se dire, ah, mais du coup, on va encore les amplifier, on va encore leur donner plus de place. C'est pas ça le but. Le but, ça reste vraiment de pouvoir, en fait, de nouveau, ce compostage. Donc, l'idée, c'est pas de s'enfermer ou de leur donner une ampleur énorme, mais de pouvoir, à travers ça, en transformer l'énergie. Parce que dans cette perspective, les éco-psychologues le disent, chacune de ces émotions et de ces ressentis souffrants a comme son envers. Un peu comme une médaille à deux faces. Alors, je vais en prendre qu'un, mais après, on pourrait faire le même travail pour les autres. Mais je prends la tristesse, parce que la tristesse, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Moi, je dois dire que c'est dans les émotions, vraiment, je sens en moi un fond de tristesse très fort. Et c'est vrai que depuis que je fais des ateliers, oui, ça me fait pleurer, quoi. Et la tristesse, eh bien, si on va voir ce qui est derrière la tristesse. Pourquoi est-ce que je suis triste ? Par rapport à ce qui arrive à la Terre et au reste de l'humanité. Quand je dis la Terre, c'est les humains et les autres humains. Mais en fait, je suis triste parce que je les aime. L'envers de la tristesse, c'est l'amour. Et si j'arrive à transformer cette énergie de tristesse dans son envers, c'est-à-dire qui est l'amour, dans cette métabolisation, eh bien l'amour va être le moteur qui va me donner le désir d'en prendre soin et de m'engager pour ce soin. Et ça, on pourrait faire ce même travail, et on fait ce travail dans les ateliers, pour chacune de ces émotions et ressentis dont j'ai parlé. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas être seul. Ce psychiatre dont je vous parlais m'a dit, moi, je recevais plein de personnes qui venaient avec c'est vraiment des problèmes d'éco-anxiété. Eh bien, à un moment donné, j'ai créé un cercle de parole, et je me suis rendu compte que ce cercle de parole était en fait beaucoup plus, entre guillemets, efficace du point de vue thérapeutique que la relation thérapeutique en face à face. Importance, justement, des autres. Et importance de vivre quelque chose, nous c'est ce qu'on vit dans les ateliers de travail qui relient, donc cette méthode développée par Joanna Macy, ça permet de se rendre compte que, oui, c'est légitime, mais qu'il y a plein d'autres personnes qui ressentent ce que je ressens. Je ne suis pas tout seul. Ça donne la légitimité, et puis ça va aussi ouvrir un espace où de la compassion et de la solidarité et du soutien va pouvoir se manifester. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Par la méthode qui est proposée, de sortir des bulles cognitives et des effets de loupe dont certains ou personnes éco-anxieuses peuvent être, en fait, dans lesquelles elles peuvent être enfermées, notamment à travers les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, vous allez vous connecter à des personnes éco-anxieuses qui vont, en fait, d'une certaine manière, entretenir l'éco-anxiété. Vous n'êtes pas tout seul, mais en fait, vous êtes dans des bulles cognitives qui, en fait, amplifient et cultivent ces états. Alors que là, on parle vraiment de cercles qui font que, en fait, on a cette transformation. Et là, c'est Joanna Macy, et c'est vraiment nous l'expérience qu'on vit quand on fait des ateliers de travail qui relient sur plusieurs jours. Quand les gens sont en mesure de dire la vérité au sujet de ce qu'ils voient, sentent et savent par rapport à ce qui arrive à leur monde, une transformation se produit. Ils ont une volonté accrue d'agir et un regain d'appétit pour la vie. Et dans les outils, mais ça, je n'ai pas le temps de développer, qu'on peut utiliser pour ce compostage des émotions, très, très important, c'est les rituels. Et là, je pourrais vous parler de toute une série de rituels. Les rituels, c'est quand même extraordinaire, non seulement parce qu'ils ont un caractère concret et symbolique, ils permettent de mobiliser toutes les dimensions de l'être, ils ont cette dimension collective, et le rituel va ouvrir un espace, moi j'aime bien appeler carrément un espace sacré, qui va justement permettre de déposer un certain nombre de choses et de travailler à leur transformation.
Ça, c'est ce premier axe, en fait, de compostage des émotions. Il me reste 10 minutes. C'est ça. Hmm? C'est ça. Deuxième axe, se reconnecter au vivant. Donc, toute cette dynamique de reconnexion au vivant. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite sur les autres axes. Et là, c'est vrai que je parlais de cette déconnexion et que l'écopsychologie travaille vraiment à offrir des espaces de reliance profonde au vivant, humain et autres qu'humains, en particulier à travers des pratiques, des écopratiques, dans un cadre thérapeutique, et là c'est des écothérapies, ou dans un cadre non thérapeutique, et là c'est des écopratiques. On pourra revenir peut-être sur ces distinctions. Alors là, je pourrais vous faire un catalogue d'études sur tous les bienfaits d'une connexion et d'une reliance à la nature et au vivant, et qui ont des effets importants pour l'éco-anxiété, la diminution du stress, apaisement, bien-être, on reçoit de l'énergie, ressourcement, et là c'est vrai que, et là je parle de reliance profonde, je ne parle pas juste, alors même si ça fait déjà énormément de bien d'aller se promener dans un parc ou dans une forêt, mais là quand on parle de reliance profonde, au niveau de l'intention et de manière de vivre, évidemment on n'est pas en train de penser à autre chose quand on se promène dans la forêt, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche de mise en reliance et mise en présence profonde à cette présence du vivant. Donc là, je peux pas développer toutes les conditions, mais déjà rien que le fait d'y aller, même sans penser à autre chose, ça fait déjà du bien. Donc je vous assure que quand on y va et qu'on travaille cette reliance profonde, on reçoit en fait une force, un enseignement extraordinaire, absolument extraordinaire, et on voit à quel point, pour des personnes qui souffrent d'éco-anxiété, c'est extrêmement bénéfique et bienfaisant. Et en fait, ce lien au vivant, c'est aussi quelque chose qui va permettre de replacer ces souffrances et ces ressentis. Alors là, je reviens à ce que tu disais, je n'ai pas connaissance de cette conférence, mais ça permet de la resituer dans un cadre beaucoup plus large et aussi dans un cadre temporel beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, on va aussi découvrir non seulement le vivant à l'extérieur de nous, mais le vivant à l'intérieur de nous. Et on va se connecter à toute l'histoire du vivant et de la terre qui vit à l'intérieur de notre être. Et en fait, on va comme d'une certaine manière se connecter à un flux, une puissance de vie qui vient de très très loin, mais qui innerve pratiquement, et les écopsychologues disent non seulement jusqu'à la dernière cellule de notre corps, mais en fait jusqu'aux strates les plus archaïques de notre psyché, la notion d'inconscient écologique. Et ça, eh bien, ça permet de resituer les souffrances dans un cadre beaucoup plus large, donc d'une certaine manière de leur donner peut-être aussi, pas dire une autre importance, mais en tout cas de bien les resituer, de bien les recadrer, et puis surtout de nous connecter à quelque chose qui va d'une certaine manière nous relier à une histoire, et une histoire qui est une source de résilience énorme, parce qu'elle-même est une histoire de résilience incroyable à travers d'innombrables catastrophes. Et dans la reliance au vivant, on va cultiver beaucoup une attitude intérieure et on pourrait dire une vertu écologique, pour prendre une expression du pape François, qui est la gratitude. Je parlais de cette spirale du travail qui relie, on fait des ateliers, qui est cette méthodologie de transformation individuelle et collective développée par Joanna Macy, cet écophilosophe, où on passe dans cette spirale par 4 étapes: s'enraciner dans la gratitude, honorer notre peine pour le monde, c'est tout ce travail de compostage des émotions, changer de regard, on pourrait dire changer d'imaginaire, et puis aller de l'avant. Eh bien, le premier moment, c'est s'enraciner dans la gratitude. C'est le premier moment de la spirale, et la reliance au vivant, finalement, c'est peut-être cette première attitude-là qu'elle va faire émerger. On va devenir du coup beaucoup plus réceptif et conscient de tout ce qui nous est donné en permanence et dont nous n'avons même plus conscience. Voilà, tout ce que le vivant, la vie nous donne en permanence. Voilà, l'air que l'on respire, qui fait que d'ailleurs que nous sommes vivants, que nous pouvons nous nourrir. Joanna Macy parle en fait du miracle, nous rendre présents au miracle d'être vivant dans un monde vivant étonnant. Ou étonnant, c'est-à-dire source d'émerveillement. Donc gratitude va toujours avec l'émerveillement, et on va travailler justement dans ces démarches de reliance à développer ces attitudes-là, et ces attitudes-là aident en fait d'une certaine manière à reconnaître, et on pourrait dire d'une certaine manière à accepter cette souffrance
et puis aussi peut-être à accepter ce qui n'est plus, ce qui a disparu, et peut-être à dire merci pour ce qui a été. Enfin voilà, il y a toute une démarche extrêmement intéressante. En tout cas, ça va vraiment aussi aider à sortir d'un repli sur soi. Ça, c'est pour la reliance, et puis là, on a plein de formes diverses, et c'est intéressant, je parlais des écothérapies, que les ou les psychothérapeutes qui s'ouvrent à l'écopsychologie commencent à faire leurs séances de psychothérapie hors de leur cabinet, sortent dans des espaces de forêt, de jardin, dans des espaces verts avec leurs patients et racontent à quel point ça peut absolument changer la dynamique de la thérapie, de le faire non pas dans un cabinet, en milieu urbain fermé, mais en fait dans un espace vivant et du vivant. Et puis après, on aura plein de pratiques. Les pratiques de reliance, justement, mobilisent toutes les dimensions de l'être, beaucoup évidemment le corps, mais aussi les émotions, l'imagination, donc l'activité artistique, la danse, les quêtes de vision. Et puis après, on peut entrer dans tout ce qui est proposé avec la sylvothérapie, l'animalothérapie. En fait, on a plein de choses comme ça, et puis les rituels et les symboles. Et puis le dernier point, et je vais terminer là-dessus, c'est changer d'imaginaire ou d'histoire. C'est Cyril Dion qui a fait le film Demain, qui dit « Pour changer l'histoire, il faut changer d'histoire ». Et je dirais que pour sortir de l'éco-anxiété, ou plutôt pour la traverser, parce que je ne suis pas sûr qu'on sorte jamais complètement de l'éco-anxiété, puis que c'est même nécessaire de sortir complètement de l'éco-anxiété, mais on apprend à vivre avec, on apprend à la traverser, on apprend surtout à en faire quelque chose, on apprend à la vivre autrement, on apprend à grandir avec elle, et du coup à en faire une source d'engrais, c'est-à-dire comment l'éco-anxiété, plutôt que démobiliser et immobiliser, peut mobiliser. Voilà, ça c'est vraiment le chemin. Mais pour ça, c'est important de sortir et de changer d'histoire. Et changer d'histoire, le mot histoire est très important dans les mouvements de la transition. C'est vraiment l'histoire. Derrière l'histoire, une histoire, c'est ce qui donne du sens. Une histoire, c'est ce qui va donner une vision du monde, ce qui va donner un cadre pour notre action, ce qui va donner un système de valeurs, ce qui va donner une perspective, et donc qui va pouvoir être source de mobilisation, d'engagement, de cheminement et de coopération. Et Joanna Macy, elle dit, au fond, pour aller vite, on a le choix. On est dans un moment d'incertitude radicale, où on a le choix entre trois histoires. Moi, j'adore cette notion d'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est au fond de dire, alors, non, tout n'est pas foutu. Alors, ça ne veut pas dire que tout ira bien, bien évidemment. Mais on est dans cette espèce de tension entre, d'un côté, on ne peut pas dire que tout ira bien, et puis d'un autre côté, il y a de l'incertitude, donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Ça veut dire qu'il y a encore du possible. Et on ne peut pas juste dire que non, tout est foutu, en fait. Et quand on parle justement de toutes ces théories de l'effondrement, d'ailleurs, les collapsologues sont devenus beaucoup plus prudents aujourd'hui et ne donnent plus des dates, et puis disent qu'on est dans des processus d'effondrement. Ce n'est pas un effondrement à un moment X global, etc., et général. Alors c'est clair qu'il est tard, mais il n'est pas trop tard. Mais voilà, tout n'est pas joué. On est dans des processus de métamorphose, et donc il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévisible. Et c'est pour ça d'ailleurs que même les collapsologues maintenant rajoutent toujours le mot renouveau au mot effondrement, dans le sens où il y a quelque chose qui est en train de mourir et de s'effondrer, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de renaître et d'émerger. Donc, trois histoires, soit le business as usual, alors là, on est dans le déni de réalité, et puis on est dans cette espèce de croyance que par la technologie et son intelligence et son génie, l'être humain va bien finir par trouver des solutions. Cette business as usual, développement durable version faible, transition version molle, ça c'est le business as usual. C'est le discours dominant court dans les élites économiques et politiques, etc. Deuxième histoire, c'est l'histoire que Joanna Macy appelle la grande désagrégation. On regarde en face, on voit les processus d'effondrement, et là, on est envahi par toutes les émotions dont j'ai parlé. Ça, au fond, c'est le récit des collapsologues, c'est les récits d'effondrement. Et on peut être dans cette histoire-là. On peut être dans cette histoire-là. On peut en faire son histoire. Et puis la troisième histoire, c'est la transition, ce qu'elle appelle le changement de cap, l'histoire de l'espérance en mouvement, c'est-à-dire l'engagement personnel et collectif pour ce passage de système qui détruit le vivant
vers des sociétés, justement, qui vont aller vers des sociétés peut-être de sobriété, mais en tout cas, où il y aura une réharmonisation de ces relations. Donc, on est dans cette dynamique. Et là, si vous voulez, au fond, c'est pas une histoire par rapport à l'autre, c'est qu'en fait, ces trois histoires sont liées. Et j'ai envie de dire que, parce que vous avez aussi des personnes qui sautent volonté par-dessus la deuxième histoire pour aller tout de suite, oui, il faut nice future, il faut penser positif, il faut s'engager, etc., etc. Pour moi, cette troisième histoire ne prend sa profondeur et son sens qu'à partir du moment où on a traversé la deuxième histoire. Parce que là, on va avoir une force et une résilience qui n'est pas du tout pareille que quand on a passé par-dessus, où on peut aussi être dans une forme de déni de tout ce qui est en train de se passer. Et là, dans la troisième histoire, en fait, simplement la deuxième histoire n'est pas la fin, mais c'est le point de départ. C'est pas l'aboutissement, mais c'est pas la ligne d'horizon, mais c'est le point de départ pour aller vers autre chose. Et puis là, je vais simplement vous poser cette question puisque je suis au bout. Dans quelle histoire, posez-vous, on peut se poser chacun cette question, dans quelle histoire est-ce que je suis, si je suis très honnête avec moi-même, sachant que selon les jours et les moments de la journée, je peux être dans une histoire ou une autre, mais encore plus fondamental, dans quelle histoire est-ce que je désire être? Et la transition, ça c'est aussi ce que l'éco-psychologie nous apprend, c'est pas une transition ou une écologie du « il faut ». Je pense qu'aujourd'hui, on sait tout ce qu'il faudrait faire ou faut faire. On n'arrête pas de nous le répéter avec beaucoup de culpabilisation et tout, mais on est dans une écologie, une transition du désir. Et donc, on est dans une tout autre type d'énergie et d'approche. Donc, dans quelle histoire est-ce que je désire être? Et c'est un petit truc, quand vous vous levez le matin, vous posez juste des questions. Aujourd'hui, au fond, dans quelle histoire est-ce que j'ai envie d'être? Voilà. Merci. Il est 19h42. Merci Michel pour cette magnifique présentation très riche et très inspirante. Nous prenons 3 minutes de break tranquille sur place où, si besoin d'une pause technique, les toilettes sont juste à côté. Si les personnes veulent quitter la salle aussi pour partir plus tôt, il vaut mieux le faire maintenant, ce serait plus discret. Du coup, je vous dis au revoir. Et nous reprenons à 45. Au revoir et merci de votre présence. Ceux qui partent. Oui. Et on reprend à 45 pour les questions, les réponses. C'est la première histoire, c'est quoi déjà? La troisième histoire, c'est le changement de cap. La première histoire, le business as usual. La grande désagrégation. Oui. Je comprends. Ben, C'est un souci, mais déjà, merci beaucoup. C'est très riche. Je suis un peu, en fait, j'avais un peu, je sais plus comment c'est déjà. Travail qui va lui. La sensation antérieure. Oui, alors, c'est facile. Voilà. Alors, vous trouverez, vous faites laboratoire transition intérieure, vous allez trouver dessus. Il y a un site. Sinon, vous m'écrivez à cette adresse. Michel.guerre. Super. Merci. Je reviens. Merci beaucoup. Merci. Hein. C'était très intéressant. Au revoir. Au revoir. On va pas trop loin. Hein.
Vous en reste des cartes? Oui, oui, il m'en reste quelques-unes. Alors, on va reprendre, il Oui. est 19h45. Je crois qu'on va... Oui, oui, alors. Sinon, je vais écrire. J'en ai plus beaucoup avec Je moi. crois que ça nous a un peu tous touchés au moment où tu as dit que finalement l'éco-anxiété n'était pas nécessairement une pathologie en soi, c'était peut-être même un signe assez rassurant de ce que l'on souffre normalement d'une souffrance ou d'une situation anormale. Et donc je pense que ce qui est le point fort là que je veux retenir, qui m'a marqué aussi, c'est cette idée de parler sur les émotions qui, justement, ne doivent, à travers le travail, peuvent ne pas devenir pathologiques. Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et je pense qu'ensuite, dans le rapport à la question de l'espérance qui va me travailler pour la semaine prochaine, ça va me donner un point d'appui. Mais bon, moi, j'ai un certain nombre de questions. Je ne voudrais pas priver l'Assemblée de ces questions, donc je vais les retenir, parce que moi je pourrais les lui poser après. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent poser la question, donc dans la salle c'est facile, vous levez votre main physique, et si vous êtes à l'écran, vous levez votre main numérique. Et donc il y a la fonction lever la main numérique, lever la main dans la barre d'outils en haut, donc la barre d'outils de Teams, peut-être cachée dans les 3 petits points, si vous ne les trouvez pas. Si vous ne les trouvez pas. Alors, eh ben, on va donner. Tu prends plusieurs questions d'un coup ou bien... On les prend une par une. Une par une, d'accord, ça très marche bien. D'abord monsieur et ensuite Alix Le Gall à l'écran. Oui, merci. Donc moi, je prends appui sur les deux sources de l'éco-anxiété que vous avez identifiées au début, les pertes et les projections angoissantes du futur. Et je suis en train de chercher, de travailler sur d'autres ressources thérapeutiques en plus de celles du travail qui relie, que je connais, que j'apprécie. Et il y a deux pistes qui me paraissent intéressantes, et ma question c'est plus dans le réseau Sequoia, puisqu'il y a des thérapeutes qui réfléchissent aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont comme ça exploré d'autres pistes que simplement la démarche du travail qui relie? Une première piste, c'est par rapport aux pertes. Le rituel des 5 portes du deuil, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, d'un thérapeute canadien, Francis Weller. Oui, j'ai vu ça. Et on peut dire qu'il y a un peu ce même enjeu de différentes pertes qu'on vit, et qui sont à la fois des pertes liées à l'environnement, mais aussi des pertes liées à des dimensions sociales, et puis des pertes aussi plus personnelles qui viennent en résonance avec les problématiques de l'éco-anxiété qui peuvent l'augmenter. Et puis, il y a une dimension de stress pré-traumatique dans la projection anxiogène du futur, où il y a des personnes qui peuvent faire des cauchemars de catastrophes qu'elles anticipent. Et moi, je suis spécialisé dans la thérapie des stress post-traumatiques, et je pense qu'il y a aussi peut-être des approches de ce type qui peuvent être envisagées. Donc voilà, pour faire bref, dans le réseau Sequoia, est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont explorées? Alors moi, c'est vraiment au niveau du laboratoire qui m'occupe de ce réseau. Donc ce réseau, je crois qu'il y a pour maintenant à peu près une vingtaine de professionnels, de thérapeutes. Et puis ils se sont d'abord réunis maintenant ils commencent un peu à se structurer. Et c'est vraiment l'idée entre pairs de pouvoir justement avoir un espace pour échanger sur leurs différentes pratiques. Alors oui, je pense que le travail qui relie, c'est un des outils de l'éco-psychologie, mais c'est évidemment pas le seul. Je pense que c'est intéressant ce que vous dites à propos de ces rites, parce que on peut faire, on en a aussi d'ailleurs dans le travail qui relie, mais il y a par exemple des artistes avec des psychothérapeutes qui créent ce qu'on appelle des hôtels d'extinction. C'est-à-dire, en fait, on va faire comme une œuvre artistique avec les patients ou avec un groupe
dans lequel on va pouvoir honorer toutes les disparitions des espèces qui, par exemple, notamment, s'éteignent dans la région où on est. Et on va avoir toute une série de rites là autour, en fait. On pourra aussi travailler avec ce qu'on appelle des cairns. Des cairns. Hôtel AU. AU, des hôtels, Oui, ouais, comme des hôtels, EAUTELS, ouais, vraiment des vrais hôtels, où en fait il y a comme une forme où on honore finalement des espèces qui ont presque été sacrifiées, on pourrait dire de cette manière, sur l'autel du développement, etc. Et puis autour de ça, alors il y a toute une série de rites, de pratiques. Il y a à Totnes, la ville où est né le mouvement des transitions. Là, il y a peut-être que vous connaissez. Je vais retrouver son nom, parce que moi, le problème des noms, c'est un peu, avec l'âge, toujours le point faible. J'ai une bonne mémoire, mais elle s'appelle... je vais vous dire ça... oui, voilà, exactement. Donc, alors, je dirais, là, il y a toute une série de pratiques là autour. Après, il y en a qui font simplement des cercles de parole, il y en a d'autres qui, après, on peut développer en lien avec le vivant. Nous-mêmes, on développe plein d'exercices, plutôt en s'inspirant d'un autre éco-psychologue qui s'appelle Bill Plotkin, où on va alors du coup, pas forcément faire les exercices du travail qui relie lui-même, mais beaucoup plus travailler sur du temps long passé en connexion dans des formes d'immersion, dans ce qu'on appelle des petits, soit Gaïa refuge, après si on n'aime pas le mot Gaïa, voilà, et puis en fait on va pouvoir accompagner les personnes dans ces connexions. Il y a le chant, il y a la danse, il y a vraiment qui peuvent être utilisés. Là, les éco-psychologues proposent justement toutes sortes de formes aussi de danse où on va intégrer les éléments, on va intégrer le vivant. Moi, je peux vous dire, parce qu'on expérimente beaucoup au niveau du laboratoire, on a fait une retraite. Alors ça, c'était vraiment ce qu'on a appelé une retraite TQR, chant et silence, avec Manuel Collet, qui est un... TQR, tu ne l'as pas dit encore. Travail qui relie, chant et silence. Et en fait, il nous a fait chanter et danser. Et il nous a fait chanter, et il nous a fait chanter et danser sur les 4 temps de la spirale. Eh bien, je peux vous dire que le moment de honorer sa peine pour le monde, pendant 1h30, vous avez un groupe de 22 personnes où on entre dans plutôt un chant un peu sériel comme ça, accompagné de mouvements. Je crois qu'on était tous aussi touchés que si on avait fait un mandala de nos vérités ou quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, le chant, je pense, va permettre aussi de créer un espace intérieur et pour pouvoir... Donc là, je dirais, je sais pas ce qu'ils font dans le groupe Sequoia, mais je sais qu'on travaille et puis il y a le théâtre, extrêmement important. Nous, on a commencé à faire aussi des pièces de théâtre, en travaillant avec l'improvisation et des choses comme ça, qui permet aussi de créer des espaces assez extraordinaires pour permettre d'exprimer les choses. Ou d'entrer dans, par exemple, alors après on retrouve certains exercices de travail qui relient, mais quand on doit se mettre par rapport à une perte justement qui nous touche particulièrement, alors ça peut être par exemple les abeilles, ça peut être ou un lieu ou un animal, et que vous devez commencer à entrer dans la peau de cet animal pour en fait l'incarner dans une scène avec d'autres. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont possibles. Ouais. Mais ce que je voulais aussi dire, vous parlez des dimensions sociales. Et c'est que, ça c'est, peut-être vous connaissez Charline Schmermer. Charline Schmermer, elle a créé un réseau qui est un peu l'équivalent du réseau Sequoia ici en France. Ça vaut peut-être la peine de prendre contact avec elle. Et alors elle a développé cette notion de collapsalgie et effondralgie pour justement dire, mais en fait, on ne peut pas, avec l'éco-anxiété, on est soit trop sur l'éco-anxiété, mais on est aussi un peu beaucoup sur l'éco. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, quand on parle d'effondrement, en fait, on doit aussi prendre en compte des problèmes de type sociaux, la guerre en Ukraine. Nous, on voit aujourd'hui, quand on fait des ateliers, l'anxiété, elle n'est pas uniquement due à la 6e extinction des espèces et aux projections sur les dérèglements climatiques, elle est liée à la guerre qui est à nos portes. Donc elle parlait plutôt de collapsalgie ou d'effondralgie pour en fait relier toute une série de sources, finalement, aussi bien sociétales que géopolitiques et autres, d'angoisse. Voilà. Et ça, je trouve assez intéressant comme concept aussi de pouvoir élargir à toutes ces autres dimensions.
Et je pense qu'effectivement, au niveau du deuil, il y a des formes de... Et mes collègues de la transition intérieure en Belgique ont développé des rituels, justement pour faire aussi un certain travail de deuil. En transition intérieure, la personne qui rentre en transition va entrer dans des processus de métamorphose où elle va devoir faire le deuil d'un certain nombre de comportements ou de conforts ou de choses passées pour passer à autre chose. Et on peut vraiment se libérer de toute une série de choses qui pèsent et qui nous enferment à travers notamment de nouveaux rites. Donc là, je reviens à cette notion de rite. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais quelques pistes. Alors, il y avait une question à l'écran, mais Mademoiselle Le Gall a baissé la main. Vous voulez? Oui, la parole est à vous. Rallumez votre micro. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. C'était très inspirant. Et je voulais savoir si sur les derniers points que vous aviez mentionnés à la fin de votre présentation, vous aviez des appuis, des livres à recommander peut-être. Donc sur les trois histoires, le changement les trois histoires en particulier, c'est ça? Exactement, oui. Alors là, les trois histoires, c'est pas pour faire de la pub pour la collection, mais on a publié un livre de Joanna Macy qui s'appelle L'espérance en mouvement. Et dans cette même collection, L'espérance en mouvement, et là, c'est là qu'elle développe vraiment toute sa vision et sa conception de ces trois histoires. Après, sur l'imaginaire, alors il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui dans le domaine de la transition, mais alors du coup, je vais aussi vous faire de la pub pour le livre qui va paraître, Reliance manuelle de transition intérieure, où un des chapitres, parce qu'il y a toute une partie, en fait, ce livre, comme il l'a dit, ça va être une brique de 500 pages, donc il va paraître chez Actes Sud dans la collection Domaine du possible. Voilà. Mais il y a une partie théorique, il y a une partie où on a créé 24 pratiques collectives et individuelles qui sont créées pour le livre, et puis des ressources à la fin, avec justement tous les modèles, théorie du changement, système de deuil, modèle de deuil, etc. Et puis, dans la partie théorique, il y a un gros chapitre sur l'imaginaire, changer d'imaginaire, à la fois l'imaginaire et puis le rôle de l'imagination pour justement changer d'imaginaire. Parce que l'imagination, c'est la faculté qui nous donne notre capacité d'imaginer. Et là, vous avez par exemple le livre de Rob Hopkins qui est apparu dans la même collection qui s'appelle « Et si ?» 3 petits points. Et on peut faire, alors ça, on n'est pas dans le travail qui relie, mais nous, on fait beaucoup aussi d'ateliers qui sont avec une autre association qui s'appelle Futur Proche, qui sont des ateliers de création collective de récits de futurs désirables. À partir de données de scénarios, et puis en fait, par groupe, on va travailler à ça, et puis après, on va échanger là autour, où on a toutes des pratiques de visualisation. Par exemple, voilà, on est ici à Lyon, ou dans ce quartier de Lyon, et puis on va pendant une dizaine de minutes, aux personnes présentes, on va leur proposer une forme de méditation avec une visualisation. Ils vont se retrouver en train de reprendre, voilà, ils sont assistés à une conférence dans le cadre du cycle sur l'éco-anxiété à l'UCLI, et puis ils sont dans leur tram, ils rentrent à la maison, et puis ils s'endorment, et puis tout à coup ils se réveillent, et puis ils sont dans leur quartier à Lyon qui a opéré la transition. Il ressemble à quoi ce quartier? Il y a quoi comme couleur? Il y a quoi comme odeur? Il y a quoi? Qu'est-ce que les gens font? Comment ils interagissent? Il y a quoi comme son, etc. Donc on les fait voyager. Puis à la fin, il y a des immenses trucs. Alors ils vont aller fresquer tout ce qu'ils ont vu. Ils vont mettre des mots. Puis après, il va y avoir des échanges là autour. Puis après, on va passer à l'étape suivante. OK, ce serait quoi les premiers pas pour aller vers ça et tout et tout. Voilà. Donc, et là, on découvre vraiment la puissance de l'imagination. C'est vraiment très, très impressionnant comment même des éco-anxieux, tout à coup, retrouvent une énergie là-dedans de se dire, ben oui, et si? Et si? Voilà. Ça vient d'hypnose. Voilà, donc ça, et si, le Rob Hopkins, manuel transition intérieure, qui va paraître, et puis l'espérance en mouvement de Joanna Macy. Là, je crois que vous avez quelques bonnes pistes pour cette dernière partie. Merci beaucoup. Monsieur. Guillaume, je suis psychanalyste jungien. Et moi, il y a une chose qui m'interroge dans ces nouvelles pratiques thérapeutiques,
peut-être pas si nouvelle que ça après tout, mais c'est ce sens de rituel. On utilise, nous, le rituel comme pour définir notre cadre thérapeutique, et le rituel, il est dans le sens ancien. C'est quelque chose qui se répète toujours à l'identique. Et là, dans ces pratiques, et aussi dans notre cadre, on a un principe de neutralité proche d'un principe de laïcité. C'est-à-dire que si on fait un travail thérapeutique, a priori, le spirituel relève de la personne. Et pas forcément, c'est quelque chose qui peut être abordé au cabinet, mais on n'a pas à induire. On n'a pas à induire. Et du coup, c'est vrai que... Alors du coup, on a à côté ces pratiques, ces éco-pratiques de l'éco-psychologie, avec des rituels qui se présentent non pas comme des répétitions, mais comme des moments à vivre pour passer la transition. Est-ce qu'il faut que l'analyse soit là à ce moment-là? Je ne suis pas convaincu du tout. Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce qu'il faut qu'un analyste soit présent oui. comme ça? Alors, je ne suis pas convaincu. Mais d'un autre côté, comme thérapeute, c'est dommage de priver de certains thérapeutiques. Il existe. Pas non plus Dieu, il a tout manié, et à vous entendre, il y a des petites interrogations comme ça, et c'est un mot qui se transforme. Ouais. Avec une pratique libre, et on voit des thérapeutes qui font des rituels, et on voit des chamans qui font des rituels. Et du coup, ça, c'est des choses un peu, un terrain qui peut paraître un peu mouvant. Mais n'empêche que notre vie est mouvante, le monde change, et il y a des choses très intéressantes. Voilà. Alors je me dis, en fait, la question, c'est que vous dites finalement, comme thérapeute, il faudrait travailler dans un écosystème à la fois libre et coordonné, où chaque particule ou participant aurait une forme d'indépendance. Alors, ça reste la liberté pourtant. Reprends les termes de la question, parce qu'il y en a qui ont entendu. Ah, alors, est-ce que vous pourriez en une phrase, comme ça je peux la répéter, parce que j'ai noté plein de choses, mais du coup... Quand on fait des thérapies traditionnelles, voilà. Un rituel répétitif et un principe laïque, voilà. Comment on fait pour peut-être... comment on vit ça, quoi? Comment vivre l'écologie ou aider le patient à vivre. Alors moi, je crois, c'est là où, en fait, j'ai pas eu le temps de le développer, mais c'est là où, pour moi, peu à peu, parce que c'est vrai que dans le mouvement anglo-saxon, on parle d'éco-psychologie, puis après on parle d'éco-psychologie appliquée ou pratique, et puis du coup, ça veut dire qu'on en a des pratiques, et ils parlent tout de suite d'écothérapie. Et puis moi, je me suis rendu compte que quand j'allais faire des conférences, puis que je parlais de ça, je me faisais généralement allumer, alors par précisément des psychothérapeutes ou dans la salle, qui à juste titre défendaient en fait tout le cadre déontologique, thérapeutique et tout, puis ils disaient mais en fait c'est n'importe quoi, etc. Et c'est pour ça que maintenant je fais vraiment une distinction entre les écothérapies et les écopratiques. Même si les pratiques en tant que telles pourront se ressembler, mais le cadre n'est pas du tout le même. Donc en fait, l'écothérapie, ce sont des pratiques de reliance ou inspirées de l'écopsychologie qui sont proposées dans un cadre thérapeutique par des thérapeutes certifiés et diplômés. Ça, c'est les gens qu'on a dans Sequoia, et du coup, eux, ils sont dans ces principes de laïcité, de neutralité, et simplement, ils essaient de voir comment ils peuvent intégrer, en tout cas ceux que je connais, comment ils peuvent intégrer ces éventuelles pratiques, s'en inspirer et tout, mais dans un cadre thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une chose. Et les écopratiques, c'est au fond des pratiques qui sont souvent très proches, mais qui sont proposées dans un cadre qui et moi je dis toujours, ce qu'on va vivre dans un atelier ici, ce n'est pas de la thérapie. On ne va pas prendre en charge finalement vos souffrances, etc. Chacun est souverain et responsable de lui-même, des émotions, de ce qui va en... Donc on prend un grand temps pour poser la membrane de sécurité, comme on dit, mais on n'est clairement pas dans un espace thérapeutique, même si on est évidemment attentif à ce qui se passe et voilà, pour pouvoir aider, mais en fait, on n'est pas du tout dans le même cadre.
Et là, je pense que et donc, du coup, on est plus, on pourrait dire, des démarches d'éveil ou d'accompagnement de reliance au vivant à travers des pratiques, parce qu'on a nous-mêmes voilà, acquis une certaine expérience et puis qu'on peut faciliter ce genre d'exercice. Alors après, ce qui est intéressant, je pense notamment à notre groupe Sequoia ou à ce qui se passe en Belgique, où il y a effectivement aussi tout un réseau de thérapeutes, c'est qu'on se rend compte que l'écopsychologie, elle induit, alors ça ne veut pas dire qu'on sort du cadre donc, que vous avez posé, mais elle induit quand même un certain nombre de changements dans la posture du thérapeute, d'ailleurs comme du patient. C'est-à-dire que, d'abord, ça c'est vraiment alors, du coup du côté des thérapeutes dans le monde anglo-saxon, finalement, on a deux types d'écothérapie qui, au niveau des pratiques, vont se ressembler. On va peut-être proposer la même chose. Mais dans un cas, ils vont parler d'écothérapie niveau 1. Les écothérapies ou les thérapies niveau 1, c'est des thérapies qui, en fait, ou des écothérapies qui ont pour but d'enrichir l'éventail des méthodes de soins et thérapeutiques par des pratiques empruntées à l'écopsychologie ou des éléments qui viennent du vivant et de la nature. On enrichit simplement notre éventail de pratiques. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va sortir du paradigme dominant de, on pourrait dire, la médecine ou le système de santé. Dans les écothérapies de type 1, on reste dans une forme d'anthropocentrisme, on est dans une forme d'instrumentalisation de la nature. Vous pouvez être dans de l'hortithérapie avec le jardinage, l'animalothérapie avec des animaux, et finalement, on les utilise. On ne leur a pas demandé leur avis aux dauphins ou aux chevaux, etc. On n'est pas dans de la réciprocité, on est dans de l'utilisation. Donc la nature est instrumentalisée simplement comme une ressource. Et puis on vise finalement à améliorer les résultats de notre pratique thérapeutique. Alors que dans les écothérapies de niveau 2, qui sont des personnes certifiées et tout, on va entrer dans une conscience plutôt écocentrique, où on va se rendre compte qu'il ne peut pas y avoir de santé sur une planète malade, et puis on va être dans une relation au vivant qui va justement être réciproque, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une autre relation à la nature et au vivant, où on va reconnaître sa valeur intrinsèque, et on ne va pas être simplement dans quelque chose au fond d'instrumental. Et quand on entre là-dedans, la relation et la posture changent. Parce que bien sûr, il reste la relation patient-thérapeute. Mais sur un certain plan, il y a une horizontalité. Parce que le patient et le thérapeute, on est les deux dans le même bateau, face à une terre qui souffre. On est les deux. Alors c'est pour ça que les thérapeutes qui sont ça, peut-être que moi je connais plein de ces psychothérapeutes qui sont passés par l'éco-anxiété. On est les deux à souffrir de ça. Et ma réponse, c'est pas justement qu'est-ce que moi en quoi je peux vous aider à sortir de vos souffrances ou à mieux vivre et tout. Et vous n'êtes pas juste là en venant vers moi en me disant aidez-moi, etc. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut développer qui va servir pas seulement à vous et à moi, mais en fait à la guérison de la Terre et de l'humanité. Donc en fait, il y a un déplacement de la visée dans la relation. Et ça pose plein de questions théologiques sur lesquelles, en Belgique, ils sont en train de bosser à fond. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Moi, je ne suis pas thérapeute, mais je trouve que si on va jusqu'au bout de la démarche écopsychologique, on est amené à des déplacements et des décentrements, y compris en tant que dans nos postures de thérapeute. Ben voilà, je voulais juste ouvrir. Et c'est moi ce que j'aime là-dedans, et c'est ce que j'aime avec la transition. C'est super qu'on ne sache pas où on va. On n'est pas dans du programme, on est dans de l'exploration, de l'expérimentation. On cherche. Moi, j'ai appelé laboratoire, c'est pas parce qu'on fait des recherches théoriques, c'est un laboratoire parce qu'on est dans un espace où on n'a pas de réponse. Mais on explore, on expérimente, on cherche avec d'autres, on apprend. Et ça, je trouve, et Sequoia, ils sont là-dedans, cette équipe. Et ça, c'est super. Il y a des questions sur le chat, d'abord, si vous me permettez, madame, et après, je vous donnerai la parole. Madame Corinne Biteau demande « Changer d'imaginaire, est-ce que l'écopsychologie traite de la question de notre imaginaire du progrès
la sobriété est souvent imaginée comme un retour en arrière. Donc la place du thème du progrès dans l'éco-psychologie. Alors, je dirais oui. Alors, il y a certains éco-psychologues qui sont dans le courant éco-psychologique qui ont travaillé notamment aussi beaucoup sur la consommation. Alors, c'est vrai que, en fait, quand je dis changer d'imaginaire, ça veut dire qu'on est aussi appelé à... Alors, ça, c'est pas uniquement les éco-psychologues, c'est, je dirais, dans tout le mouvement de la transition et de la transition intérieure, on travaille sur nos systèmes de représentation et en particulier, comment est-ce qu'on arrive à sortir de ce paradigme de la société, j'aime bien appeler CPC, croissantiste, productiviste, consumériste, pour éviter les gros mots de capitaliste qui nous entraînent tout de suite dans des débats idéologiques, croissantiste, productiviste, consumériste, avec effectivement ce grand mythe du progrès, mais aussi ce grand mythe et cette grande croyance de la croissance infinie matérielle, etc., etc. Et je crois que effectivement, changer d'imaginaire, c'est là derrière, il y a des mythes, là derrière, il y a un imaginaire, là derrière, il y a un système de représentation du vivant comme stock de ressources, de la place de l'être humain très anthropocentré. Et oui, l'éco-psychologie fait tout un travail aussi sur ce changement de paradigme pour avoir non seulement une vision holistique et complexe, mais pour passer, on pourrait dire, d'une vision anthropocentrée à une vision écocentrée, et où le vivant n'est pas simplement un stock de ressources, et où de fait, si l'objectif ou une des destinations possibles, pour moi c'est une des destinations possibles de la transition, c'est des sociétés de sobriété. Alors j'aime bien le pluriel parce qu'elle pourra prendre des formes diverses, mais moi je pense que la sobriété c'est le seul antidote valable au système en fait d'hubris, c'est-à-dire de démesure dans laquelle on est, clairement. Alors, je ne pense pas que les éco-psychologues abordent clairement la question de la sobriété, mais je dirais sous l'inspiration des éco-psychologues, en tout cas en transition intérieure, c'est un thème qu'on travaille beaucoup. Et puis d'ailleurs, on se rend compte à quel point, si vous voulez sortir du consumérisme et aller vers des sociétés de sobriété, vous devez travailler les dimensions intérieures. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez revisiter votre puissance de désir. Ça veut dire que vous devez travailler sur vos peurs, la peur du manque. Puis derrière la peur du manque, il y a la peur de la mort, enfin, etc. Donc en fait, c'est des démarches qui impliquent d'aller très profond si on veut vraiment sortir ça et puis d'aller vers... au fond, on retombe l'éco-psychologie puisque je parlais de reliance. Nous avons en nous une puissance de désir qui est positive, qui est extraordinaire, qui est la source de toutes nos aspirations les plus élevées, les plus nobles, à la justice, à la beauté, à l'amour, à la solidarité, à tout ce qu'on veut. Eh bien, croire qu'on va pouvoir satisfaire ces aspirations dans la consommation, dans l'accumulation, dans les biens matériels, dans tout ce que cette société CPC nous propose, c'est une illusion. Tout le système fonctionne sur cette illusion. Donc l'imaginaire, c'est déconstruire, c'est pour ça qu'il est subversif, c'est déconstruire ces représentations pour ensuite, et c'est là où il est créatif, reconstruire des choses. Mais si on veut aller vers cette société de sobriété, eh bien, c'est de se dire que toutes ces aspirations, on peut les satisfaire ailleurs. Et un des espaces pour les satisfaire, c'est des relations profondes à soi, aux autres, aux vivants. Et moi, j'ajoute toujours la dimension spirituelle, au plus grand que soi, ce mystère sacré du plus grand que soi, du divin, après quel que soit le nom qu'on va lui donner. Merci. Madame. Du coup, merci, parce que justement, la question que je voulais poser, c'était dans l'exploration, alors on va peut-être faire simple, pas dans l'écothérapie, mais dans l'écopratique, dans ces explorations, comment vous articulez la place du spirituel, qui moi me semble une dimension essentielle. Alors je vais faire un peu de promo parce que j'aime bien, moi je suis thérapeute, et effectivement, j'essaye vraiment d'intégrer ces dimensions-là en pratique. Voilà, dans la mesure où, bien sûr, la liberté, et en même temps, pourquoi c'est un thème essentiel. Voilà. Alors, si vous voulez, le laboratoire de transition intérieure, dès le départ, on était à la frontière de plusieurs mondes. On a, au fond, si je simplifie, on a 3 mondes, qui sont un peu 3 publics. Nous, on essaie de faire qu'ils se mélangent, mais ce n'est pas toujours facile. On a traditionnellement, du fait de l'origine, on pourrait dire, protestante et catholique, des organisations qui nous soutiennent, on a tout le monde des églises. Et là, on est plutôt dans l'éco-spiritualité ou l'éco-théologie, etc. Donc, avec évidemment comme grande référence Laudato Si.
souvent d'ailleurs plus dans le monde protestant que le monde catholique, c'est très intéressant. Donc là, on peut y aller. Là, je veux dire, si on fait un atelier de travail qui relie et autres, on peut y aller, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on est appelé à tout le temps changer notre langage. Donc voilà, ça a été un gros travail d'arriver à exprimer les mêmes choses fondamentales, mais dans des langages différents. Après, on a tout un monde qui est ce que j'appellerais les spiritualités holistiques. Alors là, on est dans chamanisme, néo-chamanisme, où plein de personnes qui viennent, méditation, pleine conscience, pleine présence, etc., bouddhisme, etc. Alors là, on va aussi pouvoir ouvrir sur le spirituel de manière explicite, sans trop de problèmes, mais de nouveau, du coup, un langage où on ne va pas parler de l'évangile, du Christ et de ce genre de choses, voilà, de réalité. Et puis après, il y a tous les mouvements de la transition, des ONG, société civile. Si je vais faire une conférence ou un atelier à Alternatiba, à Genève, non. C'est-à-dire que là, l'écopsychologie devient intéressante. Parce que là, du coup, je peux amener des dimensions intérieures et profondes, mais dans un langage plus psy, plus ressort intime, etc. Donc là, on va être... Mais ce que je peux vous dire, quand on fait des ateliers de 4-5 jours de travail qui relie, où on peut avoir des personnes de différents endroits, là, on est en train de terminer un parcours de la personne militante sur 9 mois. 7 sessions en présentiel, un atelier de travail qui relie, des intercessions, etc., qui mélangent. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui viennent plutôt des militants purs et durs, donc on a vraiment de tout. Mais je peux vous dire que moi, j'ai jamais vécu un atelier de travail qui relie où on ne parlait pas de spirituel, où à un moment donné, après 2-3 jours, dans le cercle, la question se pose alors ça sert plutôt ce vocabulaire-là, la dimension sacrée du vivant. Et de personnes qui font, dans ce travail de reliance, l'expérience ou l'ouverture, ils n'arrivent pas trop à mettre des mots dessus, à expliquer, d'une autre dimension. Alors là, du coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre ou une porte qui s'entrouvre dans laquelle on peut commencer à amener des éléments et puis aider peut-être à acheminer et ouvrir là-dessus. Mais c'est vrai, alors, il faut aussi dire qu'en Suisse, on n'a pas le même problème qu'en France. Intervenir en France, encore beaucoup plus difficile. En Suisse, je dirais qu'on est dans une laïcité extrêmement ouverte. On a quand même une constitution révisée en 2001 qui commence par « Au nom du Dieu Tout-Puissant » et qui suit avec la création. Donc, je veux dire, en Suisse, on est assez décontracté. Donc, en fait, il y a une manière très simple parfois, c'est de dire de vous parler. À partir de vous parler, vous êtes là pour convertir personne. Et puis, du coup, les gens vous restituent, ils situent votre niveau de discours et en général, c'est bon, quoi. Donc, non, en Suisse, c'est plutôt décontracté. En France, c'est plus compliqué. Mais ce que je veux vous dire encore, dernière chose sur le travail qui relie, par exemple, c'est qu'il y a en ce moment, et moi je collabore à ce genre de démarche, et ça va peut-être intéresser Fabien, il y a tout un travail qui est fait sur comment christianiser les outils de l'écopsychologie et le travail qui relie. Et moi je vais aller passer 3 jours au campus de la transition qui a été créé par Cécile Renoir, avec Cécile et puis avec 2 amis jésuites, Xavier de Benaz et Fabien de Mose, pour justement, avec la question de, comment on peut amener le travail qui relie dans des formations, dans le monde du secondaire, voilà, de l'éducation, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas toujours simple, mais aussi comment on peut amener le travail qui relie et l'écopsychologie dans les milieux chrétiens, parce que ce n'est pas toujours très simple non plus. Et donc, on va faire tout un travail sur, en fait, entre guillemets, christianiser la spirale. Mais c'est très facile, en réalité. Gratitude, honorer sa peine pour le monde, changer de vision de paradigme, écologie intégrale. Enfin, je veux dire, mais simplement, il manque des choses. Il manque la dimension du péché, il manque la dimension de la responsabilité, la dimension du pardon. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent manquer. Mais, à mon avis, on va trouver... Et ça, c'est génial, parce qu'il y a des groupes de travail, et on est en train de réfléchir, et puis on va après aller expérimenter sur le terrain, quoi. C'est super.
Il y a, comment il s'appelle, Xavier Graventirol dans le... Non. Parce que Mais il est très proche du laboratoire, Ouais, on c'est fait ça, beaucoup de ouais. choses ensemble. Ouais. Alors, une question de Zélie, finalement. Y a-t-il une anxiété spécifique ou est-ce que la nature de l'anxiété est toujours la même avec seulement un objet déclencheur nouveau lié à la crise écologique? C'est ce que dit Pierre-Éric Sutter pour remettre en question la notion d'éco-anxiété. Oui, alors c'est un très bon livre, le livre de Pierre-Éric Sutter. Alors oui, alors si vous voulez, là on entre dans les débats que je voulais éviter au début, qui sont les débats sémantiques et terminologiques, mais qui sont importants en même temps. Alors c'est vrai que, voilà, donc moi j'ai donné une définition générique de l'éco-anxiété, qui est un peu une définition de travail avec laquelle on peut travailler, qui permet d'intégrer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que Pierre-Éric Sutter, il fait, et à juste titre, il dit, mais attendez, l'anxiété, d'abord, c'est pas la même chose que l'angoisse, parce que des fois on parle de l'angoisse, c'est pas la même chose que la peur, c'est pas la même chose que l'effroi. Donc en fait, il donne définition de l'effroi, de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Alors c'est vrai que l'anxiété, elle peut avoir des causes diverses. Alors généralement, mais elle peut aussi survenir sans cause, l'anxiété. Hein. Elle peut soit être liée à un objet identifiable ou elle peut venir sans cause. Alors c'est clair que quand on parle d'éco-anxiété ou qu'on va parler de collapsologie ou d'effondralgie, on va avoir alors là du coup clairement une cause connue à cette anxiété, qui est les dégradations écologiques si on parle d'éco-anxiété, ou alors la collapso-anxiété, je ne sais pas quoi, qui serait plus large. Donc ça c'est pour l'anxiété. Alors oui, la question c'était est-ce qu'elle peut être... Alors oui, donc là il y a vraiment quelque chose de spécifique. C'est clair. Après, vous pouvez avoir de l'anxiété qui peut être liée à plein d'autres choses qui sont... parce qu'en fait, l'anxiété, c'est toujours finalement lié à des réalités ou des situations qui sont perçues par le sujet comme quelque chose qui est incontrôlable, sur lequel on n'a pas de prise, sur lequel on n'a pas de contrôle, ou qui est inévitable. Et alors là, il peut y avoir plein de choses, même dans notre vie personnelle, par rapport qui peut générer de l'anxiété. Mais là, on est clairement dans quelque chose qui est identifié, mais évidemment qui est au-delà de notre contrôle et qui peut apparaître, je ne sais pas, quand on voit les dynamiques liées au dérèglement climatique, il y a des choses dont on sait mais déjà qu'elles sont irréversibles et inévitables. Après, l'angoisse, elle est plutôt quelque chose de l'ordre existentiel, un peu plus métaphysique, un peu plus... Alors là, peut-être que vous allez pouvoir me corriger comme psychanalyste, mais en tout cas, pour Pierre-Éric Sutter, c'est clairement, et je pense qu'il a raison, l'angoisse, on est quelque chose qui est un peu plus lié à notre finitude, qui va être peut-être lié à l'inconscient, etc. Mais en même temps, cette éco-anxiété peut, évidemment, parce qu'elle nous renvoie aussi à notre finitude, l'éco-anxiété. Tout ce qui est en train de se passer, qui est peut-être des formes de mort collective, des morts d'écosystèmes, nous renvoie à notre mort personnelle. Il y a la fin ou une certaine fin d'un monde, mais il y a aussi toute notre finitude à quoi c'est. Donc en fait, il y a des formes finalement qu'on met dans l'éco-anxiété qui sont des mal-être existentiels, des malaises existentiels qui sont pas, qui vont peut-être au-delà de ces ressentis et émotions dont j'ai pu parler. Voilà, peut-être 2-3 points, mais c'est un bon livre. Après, il a une ou deux paroles un petit peu dénigrantes à l'égard de l'éco-psychologie, je trouve, et j'aimerais bien discuter avec lui une fois. Mais c'est un très bon livre par ailleurs. Hein. Donc lui, Pierre-Éric Sutter, il a écrit un livre justement qui s'appelle, c'est une des références importantes, si jamais vous voulez creuser, N'ayez pas peur du collapse. Et il a créé un observatoire des vécus du collapse. Voilà, donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très... et c'est Pablo Servigne qui a fait la préface, donc voilà, on est très là-dedans. Bon, allez-y, Zélie, mais soyez pas trop longue, s'il vous plaît. Vous me connaissez? Non, juste c'est pour dire que je suis très contente d'avoir entendu aussi qu'il y avait des recherches pour christianiser le travail qui relie, parce que personnellement, je ne suis pas très fan,
Et en même temps, je constate en lisant vos ouvrages ou en découvrant la pensée de Greenface avec Martin Kopp que c'est très fécond. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un moyen d'être lié ou d'avoir une suite, d'avoir connaissance par la suite de ce qui se passe, donc de communication autour de votre travail, parce que ça me paraît très, très important. C'est juste comment être en lien avec ce travail que vous faites et vos propositions pour plus tard. Ben, le plus simple, c'est que Fabien vous envoie mon adresse mail et puis vous m'envoyez un mail. Ça marche, je compte sur lui. Voilà. Et puis simplement, côté jésuite, on travaille aussi sur faire des liens entre le travail qui relie et les exercices spirituels de Saint Ignace. Voilà. Avec Éric Charmetan? Alors, Éric Charmetan est en train, alors moi je ne suis pas en lien avec lui, mais plutôt avec Fabien de Mauves et Xavier Benas, mais lui travaille avec Christine Christophe, là autour. Oui. Donc, en fait, ça vient un peu de tous les côtés. Et ça vient, je trouve, c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Merci. Une dernière courte question. Oui, c'est un peu dans la suite. Comme vous avez parlé de votre enracinement orthodoxe, parce que disons que spontanément, on pourrait penser que c'est dans l'orthodoxie qu'il y a eu en premier ce lien fort avec la création, théologie de la création. Est-ce que de ce côté-là, est-ce que vous voyez une possibilité justement de puiser dans la spiritualité orthodoxe, moi je suis orthodoxe, c'est juste, de puiser des ressources dans le sens de tout ce qu'on a dit ce soir? Alors, ce livre est en grande partie ça, c'est-à-dire en fait d'aller puiser chez les pères de l'Église et dans la tradition orthodoxe pour nourrir une éco-spiritualité du coup. Et c'est vrai que je pense qu'il y a dans la tradition du christianisme oriental des choses très intéressantes. J'ose le mot panenthéisme. On en a parlé en cours. Voilà, donc pan-entheos, c'est-à-dire cette vision de tout en Dieu et Dieu en tout. C'est-à-dire qu'en fait, la création n'est pas simplement le reflet, comme dans les théophanies, hein, le reflet de la beauté, de la générosité, du Créateur, mais qu'en fait, Dieu est présent dans la création. Donc là, on a même une théologie des énergies divines. Le mot énergie fait beaucoup peur dans certains milieux, d'ailleurs catholiques ou occidentaux. Donc on a vraiment, je pense, là, beaucoup de ressources. Une vision vraiment, ce qu'Olivier Clément appelait un cosmisme lumineux, vraiment, vision de la création comme un grand buisson ardent qui rayonne d'énergie divine. Ça, je pense que c'est une piste extrêmement féconde. Et puis, on a aussi, alors au niveau plus pratique, alors là, ça va dans le sens de la sobriété, je pense qu'on a... et d'ailleurs, le patriarche Bartholomé est cité par le pape François dans l'encyclique là-dessus, c'est-à-dire la dimension ascétique, qui est vraiment au cœur de notre spiritualité, de la spiritualité orthodoxe. Donc, c'est vraiment ce travail sur soi. Alors, c'est vrai que le mot ascèse, il n'a pas très bonne presse, mais ascésis, exercice, hein, qui est vraiment ce travail où on va aller justement travailler tous ces ressorts intérieurs qui nous amènent justement à surconsommer, à consommer, etc., pour vraiment faire toute cette métanoïa de l'être. Et puis, toute la dimension de célébration et de liturgie, qui est évidemment très forte pour les orthodoxes. Et là, on a toutes sortes d'images. On a l'être humain intendant de la création, on a l'être humain jardinier de la création, on a l'être humain avec saint François, qui est justement dans la grande fraternité cosmique. Et la tradition orthodoxe va peut-être plutôt parler de l'être humain comme pont ou trait d'union entre la terre et le ciel à travers la figure de l'être humain liturge, qui, voilà, bien sûr jardine, bien sûr gère la création, enfin je déteste ce mot, mais enfin bon voilà, etc. Mais qui c'est surtout qui embrasse la création dans une extraordinaire célébration, qui est une célébration d'amour. Merci voilà. De terminer sur cette note contemplative. Et donc, je suis obligé de conclure puisqu'on atteint la fin du temps de la conférence, pas la fin des temps. Donc, la semaine prochaine, je vais tenter de vous parler du rôle de l'espérance face à la crise écologique. En partant des ressources conceptuelles et spirituelles de l'écologie intégrale, en appuyant en particulier sur l'encyclique Laudato Si, et
en ayant le souci de distinguer espoir de l'espérance et de montrer que les deux postures n'impliquent pas les mêmes positionnements éthiques. Et voilà, pour à la fois peut-être se situer peut-être dans un certain sillage de l'éco-psychologie, mais en même temps pour montrer vraiment l'originalité de la proposition de l'écologie intégrale, pour ceux qui ne seraient pas encore complètement à l'aise avec l'éco-psychologie. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine, donc. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Voilà.